Alors, aujourd'hui, nous parlons des maisons de la culture, une expérience singulière. Je pense que pour tous, sans doute ici, les maisons de la culture, c'est attaché au nom d'André Malraux. Je pense que tout le monde fait la connexion entre le ministre de la culture du général de Gaulle, nommé en 1959, pendant une dizaine d'années, jusqu'en 1969, où il a démissionné. Pendant ces 10 années, je crois que son grand œuvre, précisément pour le public en général, c'est l'expérience des maisons de la culture qu'il a menée à bien et qui effectivement mérite un examen un peu attentif. Et voilà le plan que j'ai choisi aujourd'hui. Et vous verrez, vous voyez dans ce plan que finalement, les maisons de la culture version Malraux, ça ne sera que le 4e point de mon topo, vous voyez, le dernier. Les maisons de la culture, cathédrale état moderne. Je reprends là l'expression de Malraux. Et en fait, ce que je veux vous montrer, à travers le 1, le 2 et le 3, c'est qu'avant que Malraux advienne, il s'est passé bien des choses et que, en fait, les racines, la matrice de ces maisons de la culture, que tout le monde croit une création de Malraux, est en fait le fruit d'une longue histoire qui a commencé à la fin du XIXe siècle, sous la forme notamment des maisons du peuple, qui sera l'objet de mon premier point. Vous voyez ? Alors ça, c'est les premières mises au point pour que vous compreniez bien que Malraux s'inscrit dans une histoire au long cours. Vous savez qu'on parle du temps long en histoire, ben nous y voilà. Le temps long commence à la fin du XIXe siècle et il se poursuit encore aujourd'hui, puisque au-delà des maisons de la culture proprement dites, la politique culturelle de notre pays, qui est caractérisée par l'essaimage dans tout le pays de tout un tas d'institutions et de lieux qui s'appellent plus maintenant des maisons de la culture, mais autre chose, comme les scènes nationales, le Parvis, par exemple, sont aussi le fruit de cette longue histoire. Commencée donc au début du siècle ou à la fin du XIXe siècle. En effet, dans un premier point, nous verrons donc les maisons du peuple, ancêtres des maisons de la culture, qui s'inscrivent dans l'histoire, on pourrait dire, du mouvement ouvrier de façon générale. Voilà, parce qu'en fait, ça correspond à un moment de l'histoire où, fin 19e, se développe progressivement le mouvement ouvrier autour de syndicats qui s'organisent à ce moment-là, de partis politiques dont les principaux prennent des appellations de type Parti social-démocrate ou section française de l'internationale ouvrière, la SFIO, c'est-à-dire ce que nous appellerons plus tard le Parti socialiste. Oui. Donc, il y a tout un ensemble d'organisations qu'on peut rattacher à la naissance et à l'émancipation progressive du mouvement ouvrier, qui sont la matrice, qui vont voir naître cette idée de maison du peuple. Alors, on pourrait dire que, en fait, ces maisons du peuple, c'est un mouvement en fait européen, comme je l'ai indiqué ici là, en sous-titre. Il ne faut pas uniquement le voir d'un point de vue français, franco-français, même si c'est dans notre pays que plus tard, sa traduction matérielle sous forme de maison de la culture va s'exprimer le mieux. Un mouvement européen parce que lié donc, je l'ai dit, à l'essor du mouvement socialiste qui s'organise de manière formelle, en particulier avec la création de la Seconde Internationale, fin 19e, des syndicats qui sont liés à ce mouvement ouvrier et socialiste, et également, et il ne faut pas le perdre de vue, la naissance du mouvement mutualiste, vous voyez, de l'esprit mutualiste et du mouvement mutualiste qui accompagne tout cela. Alors, c'est un peu au carrefour de ces trois courants, mutualisme, syndicalisme et mouvement ouvrier proprement dit, que se situe la naissance des maisons du peuple, qui est une idée qui prend racine justement dans les dernières années du 19e et surtout dans les 15 années qui précèdent la Première Guerre mondiale. Et un des meilleurs exemples que nous ayons justement de cette époque-là, c'est la fameuse Maison du Peuple de Bruxelles, qui a été construite sur les plans de Victor Horta. Victor Horta que j'ai traité en cours il y a quelques années. Victor Horta, c'est un peu le chef de file de l'Art Nouveau en Belgique et à Bruxelles. Et vous voyez que nous sommes dans les toutes dernières années du XIXe siècle
Et le Parti ouvrier belge, c'est ainsi qu'il s'appelle, l'équivalent de la SFIO en France, c'est le Parti ouvrier belge, fait édifier cet ensemble en plein cœur de la ville de Bruxelles. Et vous voyez que c'est quand même une réalisation tout à fait exemplaire de ce point de vue. Alors voilà, ça c'est une image qui restitue ce bâtiment qui a disparu, hélas, parce que dans les années 60, le même Parti ouvrier belge, qu'il avait commandé à la fin du 19e, a trouvé le moyen de le démolir. Vous voyez, il n'avait aucune considération pour la qualité architecturale de cet ensemble. Il ne voyait là que quelque chose qui tournait à vide dans les années 60 et dont l'état de délabrement était menaçant. Donc ils ont décidé purement et simplement de le démolir malgré les protestations de tout un tas de gens, y compris parmi les architectes qui ont vu là un scandale presque international, on pourrait dire, parce que cette maison du peuple, lorsqu'elle a été construite, elle a eu un écho immédiatement, non seulement en Belgique, mais dans toute l'Europe, en tout cas dans l'Europe du Nord, qui était l'Europe industrielle de l'époque, parce qu'elle répondait précisément à un besoin qui s'exprimait à ce moment-là. Alors voilà, on va faire le tour de ce bâtiment, parce qu'on voit justement les différentes fonctions qui correspondent à ce que je vous ai dit. Mutualisme, syndicalisme, vie politique et aussi lien entre activité politique et activité culturelle et artistique. Alors voilà le rez-de-chaussée, l'accueil du grand public avec, vous le voyez, une série de magasins, boucheries, épiceries, magasins, salles de café, buffets, bon, vous voyez, donc toute sorte d'activités ouvertes sur la rue directement et qui se rattachent à ce qu'on pourrait appeler l'esprit mutualiste. Premier étage, voilà les bureaux, donc les bureaux dévolus aux activités syndicales et politiques avec des salles de réunion, des différents formats adaptés aux besoins du mouvement syndical et ouvrier. Et au troisième niveau, au troisième étage, une grande salle propre à accueillir soit des manifestations, des réunions d'ordre politique, si vous voulez, mais aussi des spectacles, avec une scène, donc une salle, on pourrait dire, à double fonction, et qui a été l'objet de beaucoup de commentaires, parce qu'elle a été saluée comme une réussite tout à fait exemplaire à ce moment-là. Voilà une coupe du bâtiment, vous voyez ce que je vous ai dit là, la partie magasin à l'entrée, le premier étage pour les bureaux, et au sommet, la salle de réunion et de spectacle avec sa spectaculaire structure métallique, vous voyez, caractéristique précisément de l'art nouveau à ce moment-là. Et voilà une photo prise dans une revue allemande de l'époque qui salue cette réalisation pour ses qualités techniques. Et vous voyez en particulier, on voit très bien ici l'ossature métallique, tout à fait d'esprit art nouveau, vous voyez, ces volutes, ces courbes, tout à fait caractéristiques de l'art nouveau de cette époque-là. Alors voilà également quelques vues un peu détaillées où on voit très bien l'ossature métallique. Vous voyez ici les éléments métalliques avec leurs rivets. On est vraiment dans un chef-d'œuvre d'architecture métallique de cette fin du 19e siècle. Vous voyez ici la salle de la brasserie, du bar-brasserie, qui peut se transformer en salle de bal, comme nous l'indique d'ailleurs ici une affiche, vous voyez, je crois, on lit fête d'été, donc vous voyez, ce lieu peut se transformer en salle de bal. Donc, vous voyez, en loisir populaire, ou au troisième étage, en loisir un peu plus sophistiqué, avec du théâtre ou des concerts musicaux. Vous voyez, en gros, comment ça fonctionne. Et voilà une photo prise au moment de la fin du chantier, lorsque le bâtiment vient d'être terminé, tel qu'il se présente de cette époque-là. Voilà. Alors en Belgique, voilà un bel exemple qui va avoir, je disais, un grand écho en Europe. Par exemple, on sait que Jean Jaurès, quelques années après, va venir spécialement visiter cet endroit pour éventuellement en diffuser le modèle en France. Le mouvement des maisons du peuple, vous voyez sa traduction en allemand, Volkhaus, littéralement maison du peuple, ici à Leipzig, ici, dont j'ai parlé l'autre jour à propos de sa fameuse salle de concert,
Voilà la maison du peuple de Leipzig qui, elle, est animée par le grand parti socialiste allemand qui s'appelle le SPD, qui a été fondé à ce moment-là et qui prend de plus en plus d'importance dans la vie politique allemande et européenne. C'est le plus grand parti socialiste d'Europe à ce moment-là. Et à la veille de la guerre de 14, il est considéré comme vraiment la clé de voûte du mouvement ouvrier et socialiste international, au point que lorsqu'éclatera la révolution de 1917, quelques années après, en Russie, Lénine et les bolcheviks mettront beaucoup d'espoir dans la révolution allemande. Et pour eux, c'était l'Allemagne qui était la clé de tout. Et le SPD, à leurs yeux, était appelé à devenir, à réaliser une révolution politique et sociale en Allemagne qui serait la réalisation du grand rêve socialiste européen. Vous savez bien que ça ne s'est pas déroulé exactement comme ça, car le mouvement ouvrier allemand a été durement écrasé au lendemain de la guerre de 14. Alors, la maison du peuple de Leipzig, vous la voyez, elle n'a pas du tout un aspect novateur sur le plan architectural. C'est vraiment une architecture si je ne vous disais pas que c'est la maison du peuple dirigée par le SPD, on pourrait dire que c'est un bâtiment administratif de la ville de Leipzig. Vous voyez, c'est tout à fait une architecture officielle quasiment, qui n'a pas de caractère novateur. C'est le contenu novateur, le contenu c'est les activités, mais le bâtiment lui-même s'inscrit dans une tradition d'une architecture un peu comme ça, pompeuse, allemande de la fin du 19e et du début du 20e. Deuxième photo, on va faire un peu d'histoire quand même. Le même bâtiment, quelques années après l'incendie de 1920. Mais ce n'est pas un incendie fortuit. Qu'est-ce qui s'est passé en 1920 ? On est sur la République de Weimar, l'Empire allemand s'est effondré, et vous savez que les années qui suivent sont des années très tumultueuses, où s'affrontent les forces révolutionnaires comme les spartakistes de Rosa Luxembourg, les socialistes du SPD et évidemment l'extrême droite nationaliste et militariste qui s'organise dès ce moment-là. Et précisément, pourquoi je vous ai mis cette photo, pour vous montrer que les maisons du peuple, dans l'Europe de ce moment-là, vont devenir l'objet de la vindicte de l'extrême droite nationaliste et fascisante qui s'organise à ce moment-là, et devenir donc des cibles, et vont être souvent attaquées. Et ici, c'est à l'occasion d'une véritable insurrection militariste, on peut dire, menée par un officier de l'ex-armée allemande, qui s'appelle Kapp, on appelait ça le putsch de Kapp, en 1920, dans un soulèvement militaire, si vous voulez, animé par les corps francs c'est-à-dire des milices qui ont été mises en place après la chute de l'Empire et qui essaient de s'emparer du pouvoir. Et vous le voyez qu'une des cibles favorites de ce mouvement, c'est précisément les maisons du peuple où s'organise la vie de la gauche, si vous voulez, allemande à ce moment-là. C'est un petit peu le même topo qui se déroule exactement au même moment en Italie du Nord, où justement, vous savez que j'aime bien avoir des références cinématographiques. Ça, c'est un film magnifique de Bertolucci, de Bernardo Bertolucci, qui a été réalisé dans les années 70, 75-76, Novecento, c'est-à-dire en italien, ça veut dire le XXe siècle, Novecento. 1900, sous-entendu, est le siècle qui s'ouvre. Donc c'est une vaste fresque, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, ce film à l'époque, qui dépeint un peu l'évolution politique et sociale de l'Italie du début du siècle précisément, dont nous parlons, jusqu'au lendemain de la libération, après 1945, vous voyez, et ses suites. Voilà, c'est un peu une grande fresque historique en deux parties, dans laquelle, vous voyez, les acteurs principaux sont notamment, ils étaient beaucoup plus jeunes que maintenant, le jeune Gérard Depardieu, qui n'était pas encore devenu notre idole nationale, et Robert De Niro, qui n'était pas non plus le vieux mafieux dans les rôles qu'il joue en ce moment. Le vieux parrain, revenu de tout. Bien. Alors ils étaient à l'époque tout à fait jeunes, comme vous pouvez le voir, et ils incarnaient les deux faces de l'Italie de cette époque-là, qui allaient se faire face. À droite, le fils d'ouvriers agricoles, le fils des braccianti, comme on les appelle, les ouvriers agricoles qui caractérisent la plaine de l'Italie du Nord, avec ses grosses fermes et ses gros propriétaires terriens,
qui emploie des nuées d'ouvriers agricoles payés une misère, et le fils de famille, le fils du propriétaire, Robert de Niro. Vous voyez, bon, tous les opposent, mais dans le film, ils sont nés le même jour. Et donc, à partir de leur histoire et de leur relation, s'esquisse ce tableau de l'Italie de l'époque. Or, précisément, ce qui se passe dans l'Italie de la post-guerre, c'est la naissance du fascisme. Vous savez que les premiers faisceaux de combat, les fascios, fondés par Mussolini, ont été fondés en 1919, le premier fascio à Milan. Et c'est vraiment, ça va très vite après la guerre. Hein. Donc, dès les toutes premières années qui suivent la fin de la guerre, l'Italie est gagnée par une vague de grèves à caractère insurrectionnel parfois, en tout cas révolutionnaire, qui remet en question l'ordre social, disons, à la fois dans l'industrie et dans l'agriculture, et qu'en réaction, précisément, s'organisent les faisceaux de combat organisés par Mussolini qui vont combattre ce mouvement ouvrier ou prolétaire, on va dire. Et cette image en haut, vous le voyez, on voit Robert de Niro qui a encore son uniforme d'ancien officier de la guerre vient de se terminer, tandis que Depardieu, lui, est de nouveau habillé en ouvrier agricole, si j'ose dire. Et vous voyez l'affrontement avec celui qui est un peu le maître des lieux, c'est-à-dire le contremaître, hein, qui organise le travail pour le compte du propriétaire, qui est souvent absentéiste. Hein. Bon, il confie la gestion quotidienne de la ferme, du grand domaine, à un contremaître particulièrement brutal, qui est incarné ici par Donald Sutherland, et qui est mort depuis, il y a quelques temps, qui incarne ce contremaître qui va précisément organiser les chemises noires dans la région et s'attaquer, et c'est pour ça que je cite ce film, dans le film il y a une séquence où on voit comment les escouades de chemises noires, ce qu'on appelle les squadres, hein, les équipes qui sillonnent la campagne avec leurs camions et leurs chemises noires et leurs gourdins, s'attaquent à toutes les formes de résistance à l'ordre et mettent le feu à une casa del popolo de la ville voisine où brûlent un certain nombre de vieux ouvriers, vous voyez, qui étaient là en train de passer du temps, quoi. Voilà. Donc, pour vous montrer comment cette histoire des maisons du peuple est vraiment intimement liée à l'histoire européenne en général. C'est pas qu'un petit détail, mais c'est quelque chose qui est quand même assez significatif de l'évolution politique et sociale de l'époque. Au même moment, je reprends un petit topo que j'ai fait l'année dernière lorsque j'ai parlé des utopies urbaines et architecturales des années 20. Au même moment, donc, dans la jeune Russie soviétique de l'époque, les clubs ouvriers, qui sont je dirais la version soviétique de la Maison du Peuple, se multiplient, notamment à l'instigation d'un grand architecte qui s'appelle Konstantin Melnikov, dont nous avons eu un aperçu à Paris à l'occasion de l'Expo des Arts Déco de 1925, où l'URSS fait construire un pavillon par Melnikov qui va beaucoup frapper les esprits. Voilà une image de restitution de ce lieu aujourd'hui avec les couleurs d'origine. Et vous voyez que c'était un édifice tout à fait singulier dans l'ensemble de l'Expo des Arts Déco et qui montrait ce que pouvait être précisément une maison du peuple avec une bibliothèque au centre, une maison de théâtre, vous voyez, tout ce que justement avait été expérimenté un peu dans les maisons du peuple jusque-là, avec ce mélange, si vous voulez, à la fois de militantisme social politique et d'émancipation culturelle. Il faut comprendre ce mouvement donc comme un vaste mouvement qui va dans le sens de l'émancipation voulue par le mouvement ouvrier, émancipation des ouvriers, des travailleurs, à travers la culture et l'art, à côté de leur combat syndical. Et ces clubs ouvriers devaient remplir ce rôle de mobilisation, en quelque sorte, des ouvriers, du prolétariat, comme on l'appelait à l'époque,
dans la doctrine communiste et qui était censé être le moteur de l'histoire. N'oubliez pas que dans la théorie marxiste, c'est le prolétariat industriel moderne qui est le moteur de l'histoire et qui va changer le monde. Alors, voilà, j'ai eu l'occasion de visiter une expo qui s'est tenue à Paris, au Grand Palais, il y a 7 ou 8 ans, pour là, il me semble, et qui était consacrée précisément à cette période de la jeune République soviétique de ces années-là. Et on avait la reconstitution de l'intérieur de ce pavillon que je viens de vous montrer. Vous voyez, ils avaient reconstitué, d'après les plans de Melnikov, à quoi ressemblait la bibliothèque, le club de lecture, destiné aux ouvriers de ce quartier de Moscou. Donc c'est intéressant de voir un peu la modernité du parti pris architectural de ce pavillon. Et puis on en a plusieurs exemplaires encore aujourd'hui dans le Moscou d'aujourd'hui, comme le plus célèbre, qui est ce club ouvrier Roussakov de 1927, avec ces spectaculaires gradins qui forment un porte-à-faux. Tout ça, c'est les gradins d'un théâtre, vous voyez, qui plongent à l'intérieur. Voilà l'origine de cette forme assez extraordinaire qui se prolonge dans la rue, comme ça. Et voilà encore un autre exemple, vous voyez, pour vous montrer qu'à cette époque-là, dans la Russie soviétique, qui était plutôt misérable, on va dire, qui était vraiment appauvrie à tout point de vue, il y avait quand même un effort particulier qui a été fait pour bâtir ces clubs ouvriers un peu à caractère d'avant-garde, à la fois dans leur contenu programmatique et dans leur choix architectural. Voilà, ce qui nous mène, maintenant nous revenons après ce tour d'horizon européen, mais pour vous montrer que précisément la France s'inscrit dans un mouvement plus vaste, qui est celui, je le répète, d'une volonté d'émancipation, je veux dire du peuple, on va dire du peuple pour parler vite, des classes populaires, qu'elles soient d'origine ouvrière ou autre, une volonté d'émancipation par la culture et l'art. N'oubliez pas que nous sommes en France, dans un pays qui a aussi, avec la Troisième République, largement diffusé l'instruction publique dans toutes les couches sociales de la société. C'était même sa volonté explicite, c'était un des fondements de son programme politique, que précisément le développement de l'instruction publique. C'est pour ça que je me suis permis de vous faire ce petit rappel historique, pour que vous compreniez bien dans quel esprit on se situe. Après 1870-71 et l'écrasement de la Commune, le mouvement ouvrier français a été durement châtié par le pouvoir. Et pendant pas mal d'années, il a été réduit à peu de choses. Mais progressivement, avec la victoire définitive, disons, des républicains, avec l'accession du parti républicain définitivement au pouvoir, il va y avoir un mouvement de libéralisation politique. On va amnistier les anciens condamnés de la Commune, comme Louise Michel, qui revient de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, on va développer un certain nombre de libertés publiques qui sont toujours les nôtres aujourd'hui. Il est beaucoup question de liberté publique en ce moment dans notre pays. Voilà les origines quand même. Le droit de l'association, la liberté d'association, liberté de presse, liberté de réunion, tout ça, les fondements, ils sont là. Dans les libertés publiques qui sont accordées à tout le monde, à tous les citoyens à ce moment-là. Et qui vont servir de fondement à l'organisation d'associations. Puisque nous sommes un pays où il y a de multiples associations, le fondement juridique, c'est précisément le droit d'association qui a été établi, loi 1901 en particulier, pour la liberté de se regrouper de manière spontanée pour les citoyens, pour former des organisations et des associations. Parmi ces associations, il va y avoir un mouvement, on va le voir, en vue de la formation de bourses du travail. Je l'ai écrit là, ça s'inscrit là, dans ce moment-là. Et la loi Waldeck-Rousseau, je la rappelle ici parce qu'elle a été officiellement la légalisation définitive des syndicats à ce moment-là, 1884. Alors cet arsenal juridique va permettre précisément l'essor de ce que le mouvement ouvrier va créer à ce moment-là, les bourses du travail. Et ces bourses du travail, c'est là que précisément va se préciser l'objectif justement d'émancipation par la culture et l'art. Car ces bourses du travail
elles ont une double fonction. Elles sont d'abord des lieux où les ouvriers et leurs organisations, les syndicats en premier lieu, s'installent pour regrouper les offres de travail. Comme on l'indique, Bourse du travail, c'est un endroit où on vient chercher une embauche, où les ouvriers sans travail peuvent espérer trouver des offres d'emploi que les syndicats, les ouvriers en général, rassemblent, concentrent et proposent. Donc c'est ça la première fonction de ces bourses du travail. Donc vous imaginez bien que cette fonction est animée par les syndicats en premier lieu. Il n'y a pas 36 000 syndicats à l'époque, il n'y a pas toutes ces familles de syndicats que nous avons en France, il y a en gros un syndicat qui essaie de regrouper les ouvriers ou les travailleurs. Ça c'est la première fonction. Et la deuxième fonction qui émerge très vite aussi, c'est donc ce que je disais, une volonté d'émancipation par la culture et l'idée, dont nous sommes les héritiers aujourd'hui dans cette salle, d'université populaire. C'est-à-dire l'idée que, en dehors des institutions universitaires proprement dites, en dehors de l'école de la République proprement dite, qui est une institution financée par l'État et organisée par lui, et qui fonctionne sous son contrôle direct, on peut, à destination de ceux qui ont été privés d'un enseignement supérieur en particulier, qui n'ont pu faire que l'école primaire, ce qui était le lot général à l'époque, à destination de ces populations-là, on va leur offrir une université de type qu'on appellera université populaire. Et c'est là que naît précisément cette idée que ces maisons qu'on appelle bourses du travail au départ peuvent devenir des maisons de culture en même temps qu'elles sont des bourses du travail. Les deux fonctions vont être réunies progressivement dans le même lieu. Et j'ai écrit ici, vous voyez, vers l'autonomie des locaux coopératifs culturels. En effet, au bout d'un certain temps, on va s'apercevoir que il y a d'une part une activité syndicale proprement dite qui est fait partie du mouvement ouvrier en général, et puis une activité d'ordre culturel à côté qui peu à peu va prendre de l'importance, d'autant plus qu'à la même époque, il faut vous dire que dans les villes, avec les nouvelles mairies, je vous ai parlé de Tarbes la semaine dernière, le nouvel hôtel de ville, vous remarquez qu'il y a précisément des fonctions d'ordre culturel qui s'installent dans les mairies. Je vous ai parlé de la bibliothèque municipale, il y avait une école de musique, on voit se multiplier sous l'égide des mairies, nouvellement construites, de nouveaux services offerts aux citoyens. Donc on va avoir d'un côté les mairies avec leurs services municipaux offerts à la population, et puis le mouvement ouvrier va offrir dans la même ville des activités semblables à destination d'un public plus populaire, davantage issu des couches laborieuses, si vous voulez, grosso modo. Voilà, alors il va y avoir comme ça dans les villes une sorte de presque de compétition entre les services municipaux parfois, à caractère culturel, et les bourses du travail. Bon, ce rôle, cette situation va durer un certain temps, mais assez rapidement, les choses vont se clarifier, d'autant plus que dans les années 20 et 30, comme je l'ai écrit ici en bas, il va y avoir une série de victoires électorales dans les villes qui font que peu à peu, tout un tas de communes, notamment dans les banlieues industrielles, vont passer sous la coupe soit du Parti socialiste, qui s'appelle à l'époque la SFIO, soit du Parti communiste qui vient de naître en 1921, mais qui multiplie les succès électoraux dans les grandes banlieues ouvrières, ou de la région parisienne, ou des grandes régions industrielles comme le Nord ou la région lyonnaise. Comme par exemple, ici à Belfort, vous voyez, en 1928-1933, la Maison du Peuple, signée d'un architecte local qui s'appelle Paul Giroux. Voilà une photo prise à l'époque où la Maison du Peuple vient d'être construite. Alors ce qui est intéressant, c'est de noter que souvent, ces maisons du peuple, dans ces municipalités socialistes ou communistes de l'époque, sont associées à un programme immobilier qui va avec de logements à destination précisément des ouvriers et des gens pauvres, c'est-à-dire ce qu'on appelle à l'époque les HBM,
les habitations bon marché, qui est la première formule à destination de logement social, à destination des familles modestes ou pauvres, qui précèdent les HLM des années 50. C'est la première formule HBM qui a été justement mise en place dans ces années 20. Et précisément à Belfort, vous le voyez sur cette photo, on voit que la maison du peuple, qui est ici, avec, vous voyez, son théâtre là, qui est au centre, est accompagnée d'un vaste programme immobilier d'immeubles entièrement nouveaux qui sont des HBM et qui sont aujourd'hui classés monuments historiques de par leur qualité architecturale. Donc c'est un programme, vous voyez, beaucoup plus complexe que la seule maison du peuple. Vous remarquez au passage que Belfort est une ville caractérisée par la présence de l'armée, ville garnison particulièrement importante, qui a une histoire militaire tout à fait importante, ce qui fait que bon, on a visuellement la juxtaposition, si vous voulez, de l'armée, là, vaste caserne qui émaille la ville de Belfort, avec sa citadelle célèbre aussi, dessinée par Vauban, et des quartiers ouvriers nouvellement créés, car Belfort devient une ville industrielle. C'est elle qui reçoit Alstom. Alstom est né à Mulhouse. Lorsque l'Alsace est devenue allemande, l'Alsacienne de construction mécanique, c'était le nom de l'entreprise, a quitté Mulhouse et s'est installée à Belfort, où elle est devenue plus tard Alstom. Donc vous voyez, l'histoire industrielle aussi est intéressante pour comprendre pourquoi Belfort, jusque-là ville militaire de garnison, devient une ville ouvrière et avec une municipalité socialiste. Voilà le résultat, et voilà aujourd'hui, vous voyez, ces immeubles construits vers 1930 et qui tiennent vraiment la route. C'est vraiment une belle construction. Voilà. Et voilà le bâtiment aujourd'hui. Vous voyez, il a été restauré dans son état initial et il fonctionne toujours pareil, comme maison du peuple, avec une grande salle de théâtre et de spectacle, des locaux pour les syndicats et une bibliothèque en particulier, vous voyez, parmi les principales fonctions de ce bâtiment. Déplaçons-nous vers notre pôle industriel puissant qui se développe à grande vitesse à ce moment-là, c'est la région lyonnaise, où, vous le voyez ici, dans la banlieue ou dans les quartiers ouvriers qui ceinturent Lyon, surtout à l'est et au sud, Vénissieux par exemple, 1934, si ça vous dit quelque chose, c'est le fief et le berceau de Berlier, c'est-à-dire les camions Renault d'aujourd'hui, Berlier. Alors voilà, Vénissieux, c'était le siège de Berlier. La Part-Dieu, c'est la gare de la Part-Dieu d'aujourd'hui, la principale gare de Lyon. À l'époque, c'était d'abord une banlieue ouvrière, vous voyez. Alors que ce soit une maison du peuple, comme ici, ou une bourse du travail, on a affaire, vous le voyez, à une construction quand même de très grande qualité. C'est un véritable palais, un palais du peuple, avec un souci d'offrir à la population laborieuse des locaux de grande qualité, avec voilà, un caractère un petit peu monumental même, on peut le dire, pour ces bâtiments. Alors, on va regarder un peu plus en détail une autre grande banlieue de Lyon qui se développe beaucoup à ce moment-là, c'est Villeurbanne. Villeurbanne, qui se trouve à l'est de Lyon, qui aujourd'hui est une ville, une commune considérable, 150 000 habitants, Villeurbanne. Donc à l'époque, vous voyez, c'est vraiment la banlieue en formation, vous voyez, où il y a à la fois des morceaux de campagne encore, de culture maraîchère, des ateliers industriels, et puis des bâtiments un peu n'importe comment, c'est très hétéroclite, et puis la nouvelle municipalité, qui est d'obédience SFIO aussi, décide de construire un quartier nouveau, qui aujourd'hui d'ailleurs est classé, encore une fois, et qui s'appelle le quartier des gratte-ciel, parce que précisément, on voit s'ériger de grands bâtiments verticaux, dignes de l'Amérique, on pourrait dire, de l'époque, avec en particulier 2 véritables gratte-ciel à l'entrée du quartier ici, vous voyez. Tout un ensemble, toujours HBM, donc logement social. Et au cœur de ce quartier, 2 bâtiments symptomatiques, le nouvel hôtel de ville et la maison, ce qu'on peut appeler la maison du peuple, autour du théâtre.
Voilà sur une photographie ancienne, le nouvel hôtel de ville, vous voyez, à caractère un peu néoclassique, on pourrait dire, reprenant l'ordonnancement général d'un bâtiment classique français, surmonté d'un beffroi, bien sûr, comme dans la tradition des hôtels de ville du nord de la France. Pardon. Et le voilà aujourd'hui, vous voyez, pratiquement inchangé, tel que je l'ai photographié il y a quelques années aussi. Et donc, cet hôtel de ville tient vraiment bien la route. De même qu'en face, de l'autre côté de l'esplanade, voilà le théâtre, salle de réunion et piscine. Voilà les trois fonctions essentielles de ce nouveau bâtiment, au cœur de ce nouveau quartier. Et le voilà aujourd'hui, vous voyez, pratiquement inchangé. Il a été restauré, rénové. Et aujourd'hui, il est le siège du TNP, du Théâtre National Populaire, dont je vais parler dans un instant. Alors voilà là, vous voyez, dans cette commune de banlieue lyonnaise, l'effort considérable qui a été fait par la municipalité de l'époque pour doter la ville d'un équipement d'ordre culturel vraiment de très haut niveau, on pourrait dire. Culturel et de loisirs. Remarquez le mélange des genres. Il y a culture et loisirs. Il y a à la fois un théâtre et une piscine. Et là, on est vraiment dans l'esprit qui arrive du Front populaire. Puisqu'il y aura précisément, on va le voir, sous le Front populaire, un secrétariat d'État au sport, aux loisirs et à la culture, avec Léo Lagrange. Alors on est là, dans ces années 30, vous voyez, qui remue beaucoup, où on se pose beaucoup de questions et où s'organisent les prémices de ce qui va devenir le mouvement des maisons de la culture. À Narbonne, plus près de nous, également, dans le même esprit, la municipalité, qui à l'époque était une municipalité socialiste, décide, à l'exemple de Villeurbanne, de construire un nouveau palais du travail, comme ça qu'on l'appelle, qui a, vous voyez, aussi un caractère assez monumental. Voilà une autre photo qui vous montre l'entrée principale, où vous voyez, comme dans l'architecture publique, on pourrait dire, française de l'époque, reste, tout en intégrant l'esthétique moderniste, reste fidèle à un certain nombre d'invariants, je dirais, de l'architecture classique à la française. Le palais du travail de Narbonne, avec, pour vous le situer, puisque certains d'entre vous connaissent Narbonne, j'imagine, et que peut-être ils ne connaissent pas cet endroit, voilà, c'est la vieille ville, vous voyez, on est juste en bordure de la vieille ville, à l'endroit où il y a une avenue, là, qui la contourne par le nord, et qui mène à la gare. Donc la gare est à droite de l'image, si vous voulez. Là. Et vous voyez, je vous ai mis cette photo pour vous montrer quand même l'ampleur de ce bâtiment, dans une petite ville de province. Il faut dire qu'à l'époque, le député du coin, il s'appelle Léon Blum. Et oui, il a été élu, alors ça paraît paradoxal aujourd'hui. Bon, quand on connaît l'électorat de Narbonne, bon. Alors donc, à l'époque, Léon Blum s'est fait élire, en 1920, si je ne me trompe pas, député de l'Aude, en provenance, alors là, c'était le parachutage depuis Paris, et il a été élu avec une campagne dynamique, paraît-il, et il a été réélu plusieurs fois, et donc c'est notamment, c'est le maire de Narbonne, enfin c'est le conseil municipal qui décide ça, c'est pas le député, mais le conseil municipal est appuyé quand même à Paris par la présence de Léon Blum qui facilite le démarrage du chantier. C'était à l'époque du Front populaire. Et voilà l'entrée, vous voyez. Alors c'est intéressant, vous voyez. Palais des sports, des arts et du travail. Vous voyez comment les trois choses sont réunies. Et c'est vraiment tout à fait caractéristique de l'esprit du Front populaire. Voilà le groupe sculpté qui surmonte l'entrée principale. Voilà, et pour terminer ce tour d'horizon des maisons du peuple d'avant la guerre, voici à Clichy, la maison du peuple, que j'ai appelée la maison du peuple des modernistes français, parce qu'il s'agit des architectes modernistes, vraiment des courants modernistes, qui ne font pas dans l'imitation ou l'interprétation de l'architecture à la française, mais qui sont vraiment dans un courant de rupture esthétique par rapport à cette tradition française. Alors c'est les architectes du chantier du projet sont Baudouin et Lotz, qui sont parmi les architectes les plus novateurs de cette époque-là.
c'est eux qui travaillent beaucoup sur l'idée de la standardisation des matériaux pour abaisser le coût des chantiers et permettre de loger au meilleur prix les masses laborieuses qui sont très mal logées à cette époque-là. C'est eux qui vont inventer les grands ensembles. Le grand ensemble, en particulier celui de Drancy, en banlieue est de Paris, qui aura un sort funeste, puisque c'est à l'intérieur de ce grand ensemble construit en 37-38, il me semble, que on finira par enfermer les Juifs victimes de la rafle du Veldiv en 1942, à l'intérieur d'un grand rectangle qui faisait partie de ce grand ensemble de Drancy. Bon, à part ça, ici on est en 36-37, et le grand monsieur qui va contribuer à ce chantier, c'est Jean Prouvé, qui va laisser sa patte là, avec son travail sur le métal qui le caractérise. Voilà une photo prise à l'époque, vous voyez, de ce nouveau lieu. Alors vous voyez que là, on n'est plus du tout dans le monument public comme je vous les ai montré précédemment. On a, sur le plan esthétique, une rupture totale et on a un nouveau type d'édifice qui apparaît, une véritable machine, pour employer une métaphore qui parle, une véritable machine à intégrer des fonctions différentes. Alors, la curiosité de ce marché maison de la culture, c'est ça qu'on peut l'appeler, c'est qu'effectivement, au rez-de-chaussée, il y a le marché quotidien. Parce que c'était une place où il y avait le marché tous les jours. Donc on a décidé de faire un bâtiment public là, et de garder le marché. Donc la proposition de Prouvé et de Baudouin, c'est de faire un bâtiment qui garde au rez-de-chaussée la fonction marché, tandis qu'au premier étage se situe la fonction culture, art et culture au premier étage. Et voilà la photo que j'ai prise moi-même, là encore il y a quelques années, et vous voyez que c'est pratiquement inchangé. Il a traversé plus d'un demi-siècle, et il arrive à ce début du XXIe siècle pratiquement intact, et prêt à être réutilisé dans d'autres fonctions. Parce qu'entre-temps, il n'y a plus que le marché qui fonctionne. Les fonctions culturelles ont été abandonnées depuis longtemps. Mais voilà la maquette qui vous donne la clé de fonctionnement. Au rez-de-chaussée, le marché. Au premier étage, une grande salle multifonction qui peut changer de dimension avec des parties qui se démontent, ou qui se déploient ou qui se replient selon l'usage qu'on veut en faire. Et à droite ici, le bâtiment qui est dévolu aux bureaux et aux activités des associations et des syndicats. Donc triple fonction, vous voyez. On retrouve la fonction bourse du travail ici, en quelque sorte, un marché quotidien et la culture et art à l'étage. Tout ça sur une ossature métallique qui a été proposée par Jean Prouvé avec un habillage métallique. Donc c'est un des premiers exemples de Jean Prouvé de construction métallique où il essaie de montrer quelles sont les possibilités de ce matériau qui a été largement utilisé jusqu'à présent, mais plutôt sous forme d'ossature. Et lui propose un bâtiment qui est à la fois où il y a une ossature métallique et en même temps un habillage métallique, presque une quasi-totalité de bâtiments métalliques. Et donc c'est un chantier un peu expérimental de ce point de vue, à la fois comme architecture et comme ingénierie. Alors le plancher est repliable, modulable, la scène également, qui peut se transformer selon le cas en scène de théâtre ou en un écran de projection de film. Et à l'intérieur, alors vous voyez une vue sur le côté, on voit très bien les fonctions, marché, culture et bureau. Et le toit, ici avec en particulier un toit en partie amovible qui permet d'aérer largement le bâtiment en cas de besoin. Voilà un détail pour vous montrer un petit peu comment Jean Prouvé a conçu son bâtiment avec, vous voyez, un ensemble d'éléments métalliques tout à fait simples à fabriquer. Lui aussi, il travaille avec l'idée qu'il faut trouver les moyens de proposer une architecture qui abaisse largement ses coûts de construction et qui permette d'offrir des bâtiments, soit des grands bâtiments publics, soit des habitations privées, à un prix accessible par le grand nombre. Donc il va toujours travailler sur ce thème-là, jusqu'à y compris proposer
à l'abbé Pierre dans les années 50 une maison pour les pauvres, vous voyez. Donc toujours dans le même esprit, concevoir un habitat bon marché pour des gens modestes. Voilà des photos d'époque à l'intérieur, avec la configuration grande salle, propice par exemple à des réunions publiques, mais aussi à des représentations théâtrales éventuellement. Et puis ici vous voyez la configuration plus réduite, de type un peu cinéma par exemple, ou théâtre aussi, avec vous voyez, des rails ici, en haut, et des sortes d'entrées ici qui permettent de fixer des panneaux coulissants que l'on peut soit replier, soit déployer selon l'usage de la salle. On peut avoir une grande jauge à 1200 places ou une jauge réduite à 600. Vous voyez, en gros, c'est ça le principe. Selon les... Et voilà ce qu'il en reste aujourd'hui, vous voyez. C'est un bâtiment qui est largement à l'abandon, dont la municipalité de Clichy actuellement se pose la question de son avenir. On a pensé à un moment donné, il y a eu un projet qui a été abandonné, qui voulait transformer cet établissement en hôtel de luxe, qu'on aurait fait pousser au-dessus du bâtiment, et des installations également de type commerce de luxe, un petit peu là. Ce projet qui était complètement en contradiction avec la vocation initiale du bâtiment, ce qu'on pourrait appeler l'esprit des lieux, a fait l'objet d'une controverse quand même assez sévère, et je crois qu'il a été abandonné pour l'instant. Donc c'est un bâtiment en devenir dont l'avenir n'est pas encore fixé. Mais là, la photo vous permet de voir, vous voyez, les panneaux tels qu'ils étaient à l'origine, et ici déployés pour réduire la jauge de la salle. Le sol a été malheureusement couvert d'une dalle de béton, donc il n'est plus transformable comme il était à l'origine. Et voilà encore une vue, vous voyez, avec la scène transformable telle que l'avaient imaginée Jean Prouvé et Marcel Lotz. Voilà. Troisième point, nous arrivons ainsi, vous voyez, petit à petit, à un moment clé de cette histoire des maisons de la culture, de cet esprit-là, qui est le moment des années du Front populaire, où tout ceci se concrétise, vous voyez, s'agrège autour d'un moment privilégié de l'histoire de notre pays, bref, un moment bref, je veux dire, qui dure que un an ou deux, grosso modo, mais qui a été vraiment particulièrement fécond dans le domaine de la culture, de l'art en particulier. Alors, pour symboliser ce passage du Front populaire à Malraux, le Malraux de l'époque de Gaulle, de la Ve République, car Malraux a participé au Front populaire, vous le savez, il s'est engagé en Espagne. Donc, il fait partie de ce mouvement et de ce vaste tourbillon intellectuel des années 30. Mais ici, ce bâtiment, je l'ai choisi parce qu'il vous montre bien, il symbolise un peu le passage de l'un à l'autre. Ce bâtiment, c'est à l'origine, inauguré en 1936, en plein Front populaire, la Maison du Peuple de Bourges, avec, à l'intérieur de ce bâtiment, qui, vous voyez, reprend encore une fois un peu les canons de l'architecture traditionnelle, mais modernisée, dans l'esprit art déco, on va dire, à l'intérieur de multiples fonctions, salles de spectacle, de théâtre, bibliothèque, enfin, de multiples activités culturelles associées, où, et ça c'est pas du tout anodin, où le théâtre est central. Car dans l'idée de ces maisons du peuple, ou de ces maisons de la culture, dont l'idée commence à germer, il y a quelque chose qui est moteur au centre de tout ça, c'est le théâtre, plus que le cinéma ou d'autres arts plastiques qui existent aussi à la même époque. Mais c'est le théâtre qui va être le centre de la réflexion, car on a quand même une vision, il faut bien le dire, à l'époque, et encore aujourd'hui, une vision un peu idéalisée de la fonction du théâtre dans la cité. Le théâtre, dans la vision de Jean Vilar, dont je vais parler tout à l'heure, après la guerre, le théâtre, c'est un peu le lieu où la cité va se réinventer. On parle beaucoup de réinventer l'esprit citoyen dans notre France éclatée
archipélisée, etc. Ben, c'est pas tout à fait nouveau comme problématique. Hein. À l'époque aussi, on se posait la question de réunir la cité autour de quelque chose. Et pour faire cité, justement, pour faire société, comme on dit aujourd'hui, on dit souvent faire société, mais pour faire société, dans l'esprit de beaucoup d'intellectuels de cette époque-là, le théâtre était le moyen privilégié. Parce que le théâtre, dans la tradition, la grande tradition remontant à la Grèce antique, à Athènes, le théâtre était le fédérateur de la cité. Le théâtre était le lieu où régulièrement les hommes se retrouvaient autour de certaines valeurs, et vous connaissez le rôle précisément des grands auteurs de l'Antiquité grecque, Sophocle, etc., qui étaient vus au XXe siècle comme des gens qui participaient à l'esprit de la cité. Donc c'est à travers le théâtre que l'on pouvait comprendre une réconciliation de la cité avec elle-même, en quelque sorte, de la société avec elle-même. Voilà un peu comment ce qui animait l'esprit de ces grands penseurs du théâtre et de l'activité théâtrale à cette époque, et qui s'en repris après-guerre, notamment par Jean Vilar. Alors ce même bâtiment traverse, vous voyez, la guerre et tout ça, et se retrouve en 1961, 62, 63 comme une des premières maisons de la culture inaugurée par André Malraux en personne. Et vous voyez comment, à travers le temps, l'idée née dans les années 30 se matérialise et se perpétue à travers ce bâtiment de Bourges. Et je vais vous parler maintenant un petit peu de ces intellectuels, précisément, qui ont beaucoup œuvré à cette idée à cette époque-là. Et en particulier, quelqu'un qui est un peu méconnu aujourd'hui, je ne sais pas si vous le connaissez, Louis Guilloux, qui était à l'époque un écrivain assez célèbre, et qui est un peu oublié aujourd'hui, comme beaucoup d'écrivains des années 20 et 30, par exemple. Et Louis Guilloux, donc, à l'époque, il s'est fait connaître en 1934, c'est son plus grand succès, son roman qui va le faire connaître le plus au grand public, c'est Le Sang Noir, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui est publié en 1934, si je ne me trompe pas. Louis Guilloux a déjà, mais surtout, alors Le Sang Noir, ça se situe en 1917, c'est un jour dans la vie d'une ville particulière, c'est la ville où il habite, Louis Guilloux, dont il est originaire, qui est Saint-Brieuc, en Bretagne. Et cette journée de 1917, c'est au moment des comment dit-on, les soldats qui se révoltent. Des mutineries. Voilà. Des mutineries de 17, où un certain nombre d'enfants de la ville sont menacés d'être fusillés parce qu'ils se sont rebellés contre l'autorité militaire, etc. Donc ça, c'est le sujet du Sang Noir. Mais 7 ans auparavant, Louis Guilloux, que voilà en photo vers 1930, a publié un livre qui a fait date et qui a été beaucoup lu dans les cercles intellectuels en particulier. C'est son premier ouvrage publié, La Maison du Peuple. Vous voyez, donc on retrouve vraiment la problématique que je vous ai exposée depuis le début de ce cours. Et en effet, Louis Guilloux publie un récit qui est pratiquement autobiographique, si on peut dire. Il parle de son père, en fait. De son père qui, avant la guerre de 14, était un ouvrier artisan, très humble, et qui a passé sa vie à militer dans le mouvement naissant socialiste, et qui voulait que l'on édifie une maison du peuple dans sa ville. Il échouera d'ailleurs, dans le récit il échoue, mais l'idée de la maison du peuple irrigue tout ce récit qui se situe donc avant la guerre de 14, mais qui est publié en 1927. Et donc qui contribue au débat sur précisément ce qu'on peut faire de la culture à destination du peuple. Par quelle médiation, comme on dit aujourd'hui, passer pour que la grande culture puisse être diffusée et contribuer à l'émancipation du peuple. Louis Guilloux, à ce moment-là, lorsqu'il publie cette Maison du Peuple, il met un pied dans le milieu littéraire et il se lie avec quelques-uns des grands noms de l'époque, notamment Malraux. Là voilà la connexion.
c'est un grand copain de Malraux. Le Malraux de ses débuts, lui aussi. Le Malraux de 1927, c'est le Malraux qui a... c'est des jeunes écrivains, ils ont 25, 27 ans, par là, vous voyez, ils sont au début de leur carrière. Et ils sont très engagés. Voilà, on est précisément dans ce nouveau profil qui apparaît dans la sphère intellectuelle et politique, c'est-à-dire l'intellectuel engagé. Ce phénomène a démarré avec l'affaire Dreyfus. C'est là que le mot intellectuel est né, intellectuel engagé. Il se perpétue dans les années 20. Et Dieu sait que la configuration politique de l'Europe à l'époque se prête à l'engagement. C'est le grand combat fascisme, antifascisme qui est là, présent dans ces années-là. Et c'est précisément sur ces idées-là que se lient entre eux tous ces jeunes intellectuels, artistes ou écrivains, qui s'appellent donc Louis Guillou, qui s'appelle André Malraux, qui s'appelle Louis Aragon, qui à l'époque fréquente les surréalistes avant de s'en éloigner, de rompre avec Breton et de rentrer au Parti communiste, et bien d'autres, comme je cite ces trois-là parce qu'ils sont très connus, ils font partie de cette constellation des intellectuels des années 20 et 30 qui vont contribuer à l'émergence de cette problématique des maisons de la culture et de la démocratisation de l'art et de la culture. Alors, ils vont s'organiser en particulier au cours des années 30, vu la configuration politique de l'époque, avec la victoire d'Hitler et des nazis en Allemagne en 1933, ils vont se constituer en comité des intellectuels antifascistes. Vous voyez, 1935, dont Louis Guillou sera une des chevilles ouvrières les plus importantes, avec Malraux et Louis Aragon par exemple, et bien d'autres. Donc voilà le contexte. Alors, et vous savez à quel point le Front populaire est né d'une réaction antifasciste, puisque on pourrait dire que c'est l'affaire du 6 février 1934, les émeutes d'extrême droite dans Paris, qui ont failli renverser la République, qui sont le point de départ du rapprochement entre communistes et socialistes qui vont conduire à ce qu'on va appeler le mouvement du Front populaire. Je passe sur ces épisodes, c'est majeur, mais enfin, je pense que c'est connu de tous, plus ou moins. Alors, le Front populaire, ce qui nous concerne ici, dans notre problématique du jour, c'est lui qui invente, vous le savez, les congés payés et ce qu'on appelait à l'époque la semaine anglaise, c'est-à-dire la semaine de 40 heures ou de 48 heures, c'est-à-dire en tout cas qui offre aux travailleurs un week-end ou une sorte de week-end, samedi, dimanche, souvent. Et les congés payés qui à l'époque sont 2 semaines. Alors du coup, là, une problématique nouvelle se fait jour. Que faire de ce temps libre, précisément? Ce temps libéré, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est pas pour aller passer un peu plus de temps autour d'une chopine au bistrot du coin. Bien entendu, dans l'esprit des dirigeants du Front populaire et des intellectuels qui tournent autour, il faut que ce temps gagné serve précisément à l'émancipation du peuple. Et voilà d'où naît, si vous voulez, l'esprit précisément de Léo Lagrange en particulier, dont le nom reste vraiment très attaché à cette partie du programme du Front populaire, sous-secrétaire d'État aux loisirs et au sport, et Jean Zay, le grand ministre de l'Éducation nationale, qui a été un peu le chef d'orchestre de cette politique culturelle, on va dire, de l'époque. Alors, que je ne perde pas le fil de ce que je voulais dire, parce que je voulais dire plusieurs choses en même temps. Alors, ici, excusez-moi, j'essaie de reprendre mes... Oui, alors, bon, la problématique, voilà. Alors, l'idée de maison de la culture qui était dans l'air, mais qui n'était pas formalisée. C'était une idée, mais elle n'était pas matérialisée vraiment, sur le plan architectural ou programmatique. Tourne autour de ces personnes, de ces gens qui sont aux responsabilités à ce moment-là, et dans les milieux, on va dire, ce qu'on appelle aujourd'hui les activistes culturels, les militants de la culture de l'époque, reprennent cette idée de maison de la culture
pour essayer de fédérer les différentes formes d'art sous une même chapelle en quelque sorte, en reprenant l'idée que j'ai développée tout à l'heure du théâtre comme élément fédérateur. Et en effet, à Paris, en 1932 a été fondée à Paris une maison de la culture, qui prend ce nom formellement de maison de la culture, en 1932, mais n'a pas de lieu précis. Ce n'est pas un bâtiment, la maison de la culture. C'est une fédération de théâtres indépendants qui se réunissent pour promouvoir des formes de théâtre populaires, en tout cas à destination du peuple. Ça s'inscrit dans un mouvement plus ancien qui a émergé en 1920 avec la fondation par Firmin Gémier du Théâtre National Populaire, sous cette appellation, mais qui n'a eu que, qui ne s'est pas beaucoup développé, et le fameux Théâtre du Peuple de Bussan, dans les Vosges, qui a été fondé vers 1900 par, j'ai oublié son prénom, Pocher, le père du fameux chroniqueur Frédéric Pocher, que vous avez connu sans doute à la télé, chroniqueur judiciaire. Ça s'appelle Maurice Pocher. Maurice, voilà, Maurice Pocher, qui a fondé dans les Vosges un théâtre du peuple, avec un programme explicite de théâtre pour le peuple. Alors, théâtre pour le peuple, ça peut avoir deux sens, c'est-à-dire à la fois des pièces de théâtre à destination d'un public populaire, alors plus ou moins adaptées, avec la problématique va-t-on proposer un théâtre savant au peuple ou bien des pièces de théâtre adaptées au peuple? C'est un vaste débat, toujours aujourd'hui. Et puis, d'autre part, peut-on intégrer le public à la représentation théâtrale? Vaste question qui n'a fait que prospérer et embellir à travers tout le XXe siècle. Comment intégrer le public? Est-ce qu'il faut en faire un acteur direct de l'action ou non? Vous voyez, à la manière dont on se représentait, là encore, vieux mythe, le théâtre du Moyen-Âge, sur le parvis des cathédrales, où on imagine que le peuple chrétien assistait et participait directement à l'action théâtrale qui avait un contenu religieux à l'époque. Il y avait ces formes de théâtre devant le parvis des cathédrales qui étaient censées réunir le peuple chrétien autour d'une forme de représentation théâtrale dans laquelle il était partie prenante. On cite encore aujourd'hui, il existe encore des mystères de la Passion où l'on voit le peuple de certains villages participer directement à la Passion du Christ, avec les stations, etc. Et y compris, il y a un acteur qui joue le rôle du Christ et qui reçoit des coups, comme le Christ aurait pu les recevoir, etc. Il y a, je veux dire, ces vieilles idées, également, un peu idéalisées et mythiques, du théâtre médiéval, où le peuple lui-même directement participait à l'action même du théâtre. Vous voyez? Alors tous ces débats-là ont lieu à ce moment-là, et bouillonnent autour de ces années clés dans l'affirmation de cette notion. Alors donc Jean Zay propose une forme de maison de la culture qu'il pourrait développer officiellement, mais vous savez qu'il n'a pas eu le temps de développer ce domaine-là, mais il y a eu de multiples expériences, et on envisage même, comme je l'ai écrit ici, l'organisation d'un véritable ministère de la culture. L'idée est lancée, mais elle restera à l'état d'idée. On n'aura pas le temps de placer à la pratique. Mais de nombreux activistes s'activent précisément autour de cette idée-là, et notamment un jeune intellectuel qui commence à écrire, et également dans la presse, qui s'appelle Albert Camus, qui à l'époque est à Alger, et qui, dans la même idée, développe la cheville ouvrière d'un projet d'université ouvrière et d'une maison de la culture qui n'a pas de lieu prédéfini, mais qui va se déplacer dans des endroits disponibles dans la ville d'Alger, où on va, en particulier autour du théâtre, essayer de fédérer les masses populaires dans un spectacle nouveau. Donc vous voyez que
hein, on retrouve des noms qui nous sont familiers. Enfin, et j'insiste un peu longuement parce que vraiment ces années 30, c'est vraiment la matrice essentielle de ce que nous appelons nous aujourd'hui la politique culturelle. Tout ça, c'est le fruit de ce vaste bouillonnement qui a été très bref mais très intense à la veille de la guerre et de la grande déflagration de 1939-40. Voilà, alors c'est dans ce contexte que je voulais vous montrer quand même ce document tout à fait intéressant qui est le fameux rideau de Seine de Picasso qui se trouve au musée des abattoirs à Toulouse. Ben, précisément, vous le connaissez, vous l'avez vu déjà? Bon, il n'est exposé qu'une partie de l'année parce qu'il est très fragile et donc on évite de le montrer trop longtemps. Donc il faut se renseigner si on veut le voir pour savoir si vraiment il est exposé. Alors il se trouve au musée des abattoirs, je ne vais pas faire le détail de pourquoi il est là. En tout cas, son origine c'est quoi? C'est le 14 juillet 1936. Le 14 juillet 1936, essayez de vous remémorer, enfin de vous représenter la chose, c'est le premier 14 juillet du Front populaire. Le Front populaire a été élu au printemps, en avril-mai. Les accords Matignon qui mettent en place, qu'on considère comme les victoires du Front populaire, les congés payés, etc., c'est juste avant, hein, c'est au mois de mai 36. Donc le 14 juillet 36, c'est l'apogée, hein, c'est vraiment le moment où le Front populaire connaît ce moment, on pourrait dire, obsidional. C'est vraiment le moment clé de la ferveur populaire vers le Front populaire. Le 14 juillet 36 va être célébré comme vraiment une victoire, hein, du peuple français. Et il va y avoir des grandes manifestations autour de la Bastille, évidemment, le 14 juillet. Et au même moment, on organise dans un théâtre voisin, place de la République, un spectacle qui est tiré d'un texte de Romain Rolland, qui s'appelle les, je vais le retrouver, le théâtre de la Révolution, que Romain Rolland, vieil intellectuel à l'époque, hein, c'était un vieux monsieur Romain Rolland à ce moment-là, mais il est considéré un peu comme un père putatif de ce mouvement. Romain Rolland a écrit ce texte au début du siècle, et il a été représenté qu'une fois ou deux. Théâtre de la Révolution qui se situe précisément au moment de la Révolution française, entre le 14 juillet 1789 et 1794, c'est-à-dire qui retrace un peu à travers des personnages clés de la Révolution, l'histoire de la Révolution française depuis ses tout débuts avec le 14 juillet 89 et son apogée, on pourrait dire, avec l'instauration de la République, voilà, à travers des personnages clés comme Marat, Robespierre, vous voyez, les grands noms de la Révolution, Danton, vous voyez, en tout cas pour la gauche française. N'oubliez pas que la droite française et l'extrême droite française est plutôt hostile à la Révolution, et depuis toujours, hein, et elle le sera toujours. Bon, jusqu'à Vichy. Alors, donc, voilà le contexte, et c'est dans ce contexte-là on propose, que Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, dans l'urgence, propose que peut-on faire pour le 14 juillet 36. Alors, il demande à un certain nombre d'hommes de théâtre, d'intellectuels, de se mobiliser, d'imaginer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait? Le 14 juillet, on organise une représentation de ce texte de Romain Rolland pour la première fois depuis le début du siècle. Et on convoque un certain nombre d'artistes importants, musiciens comme Arthur Honegger, Garus Millot, vous voyez, les grands noms de la musique française à ce moment-là, qui disent OK, ils participent à cette mise en scène. Et puis on sollicite Picasso, qui dit OK, bon, ben oui, alors qu'est-ce qu'il fait? Il avait fait une gouache qui représentait, vous le voyez, c'était le titre de ce projet, la dépouille de Minotaure en costume d'Arlequin. Voilà au départ ce qu'est une petite gouache qui fait, paraît-il, 60 cm de long, et qui était une esquisse en quelque sorte. Et il reprend ça et il en fait un rideau de scène qui va figurer dans un des tableaux
de cette fameuse représentation du 14 juillet 1936. Voilà l'origine du rideau de Seine de Picasso. Et alors je ne résiste pas au plaisir de vous lire quand même ce que Romain Rolland lui-même en dit quelques jours après. Le 2 août, on note dans son journal mes lunettes. Ah, les voilà. Mes lunettes de lecture. Alors ici, voilà ce qu'il dit dans son journal du 2 août 1936. Le rideau de Seine par Picasso est un rébus gigantesque. Le fascisme, oiseau rapace, soutient le bestial capitalisme prêt à s'écrouler. Oui. Le fascisme soutient le capitalisme. Ça, c'est l'interprétation de Romain Rolland. Hein. Je ne sais pas si Picasso pensait à ça, mais peut-être, hein, c'est pas sûr. Lui faisant face, un homme barbu se dégage des dépouilles d'une bête et porte sur ses épaules un jeune génie nimbé d'étoiles. Bon, on peut peut-être y trouver un symbole, une allégorie de la démocratie ou de l'espoir, du socialisme, je ne sais pas. Bon, enfin, il y a tout un tas d'interprétations possibles. Il poursuit. Le public ne commence à réagir qu'à partir de l'apparition de Marat, dont le nom déclenche les applaudissements. À partir de ce moment, il va toujours en s'exaltant. Il suit l'action en bouillonnant. Les répliques de Hoche, de Marat, de Robespierre sont hachées d'acclamations. Je suis moi-même surpris de la puissance de propagande révolutionnaire de mon œuvre. Elle recèle des amas d'explosifs. Je comprends qu'aucun gouvernement avant celui-ci n'ait tenté de la faire jouer. On me reprochera dans la presse de l'avoir semé d'allusions aux événements d'à présent. Et, cela est vrai, constamment des phrases s'appliquent aux ennemis du Front populaire, mais même aux événements d'Espagne depuis un mois. Or, le texte entier, sans aucun changement, date de plus de 30 ans. Bon, effectivement, allusion à la guerre d'Espagne, le 14 juillet 1936, la guerre d'Espagne n'a pas commencé. C'est le 18 juillet qu'a lieu le coup d'État, le début du coup d'État des généraux qui se soulèvent contre la République. Et c'est dans les jours qui suivent que se déclenche ce qu'on va appeler la guerre d'Espagne. Donc, au moment de la première représentation, la guerre d'Espagne n'existe pas encore. Mais ce théâtre va être représenté 10 fois successivement. Et au fur et à mesure que les jours passent, la situation de l'Espagne va déborder sur le théâtre de l'Alhambra, qui s'appelle comme ça, près de la place de la République. Ce qui fait qu'il y a un va-et-vient, vous voyez, historique et symbolique entre ce lieu de représentation théâtrale qui préfigure aux yeux de ses promoteurs ce que peut être justement un théâtre populaire au sein d'une maison de la culture. Vous voyez comment tout ça fonctionne. Et pour finir ce panorama de l'avant-guerre avec tout son potentiel pour le futur, n'oublions pas que c'est Jean Zay qui, précisément, bon, il y a quelque chose qui a sauté. Jean Zay imagine l'organisation d'un festival du cinéma international à Cannes, qui est prévu, vous voyez les dates, 1er et 20 septembre 1939. Et pour lui, ça s'inscrit dans un combat antifasciste, car il existe un festival jusque-là, c'est la Mostra de Venise. Or, la Mostra de Venise, comme vous le devinez, est sous la coupe de Mussolini depuis qu'il est au pouvoir et qu'il a, comme les nazis en Allemagne, et comme tous les grands dirigeants du monde à ce moment-là, ont bien compris que le cinéma était un art extraordinaire pour s'adresser aux masses. Et là, pour le coup, je dirais beaucoup plus que le théâtre, finalement. L'art de masse du XXe siècle, ça va être plutôt le cinéma que le théâtre. Et, en tout cas, Jean Zay a bien compris l'impact de ce cinéma et il veut lutter contre la mainmise des régimes fascistes sur la Mostra de Venise, car Goebbels se déplace en personne pour inaugurer la Mostra à Venise quand même, en 1937. Bon, donc c'est affiché là, c'est clair et net. Et la sélection des films est faite par
les autorités fascistes. Donc vous voyez que c'est un festival à sens unique. Et c'est pour lutter contre ça que Jean Zay propose d'organiser en France un festival international qui présentera une production beaucoup plus libre et représentative du cinéma mondial. D'où l'idée du festival de Cannes, qui était prévu, vous le voyez, au début du mois de septembre 1939. Vous savez que le 1er septembre 1939, la France entre en guerre avec l'Allemagne. Donc tout ça est tombé à l'eau, mais sera repris à la Libération avec le nouveau festival de Cannes qui se perpétue jusqu'à nos jours. Donc vous voyez comment ce Front populaire et ces quelques brèves années où il a essayé d'imaginer une culture, une politique culturelle, ont été fécondes et pleines de promesses pour le futur. Ce qui nous amène après-guerre. Après-guerre, justement, où le théâtre va être repris comme précisément un élément moteur de la politique culturelle. Et c'est en particulier, ici, il faut signaler le rôle très important d'une femme qui a été à la tête du service des spectacles et des concerts au sein du secrétariat d'État aux Beaux-Arts, qui est Jeanne Laurent. Jeanne Laurent, qui a été, je vais reprendre les mots de Jacques Lang, qui, dans les années 80, où il est devenu ministre, a salué Jeanne Laurent, quelqu'un qui l'a précédé dans ses fonctions. Il a dit d'elle que c'est la fondatrice de la politique culturelle moderne. Voilà ce qu'a dit Jacques Lang à son propos, notamment lorsqu'il est devenu ministre, en saluant ses prédécesseurs. En effet, Jeanne Laurent, qui est donc à la sous-direction des spectacles et de la musique, voilà exactement son titre. Elle est à la tête de la sous-direction des spectacles et de la musique à l'intérieur du sous-secrétariat d'État aux Beaux-Arts. Voilà comment ça marchait. Lequel, ce secrétariat des Beaux-Arts, n'était pas autonome. Il était à l'intérieur ou sous l'obédience du ministère de l'Éducation nationale. Donc il n'y avait pas du tout d'autonomie ministérielle des Beaux-Arts, comme ça sera le cas avec Malraux. C'est ça la nouveauté de Malraux. Alors, Jeanne Laurent va beaucoup s'activer pendant 6 ans, de 1946 à 1952. Elle va beaucoup travailler précisément sur les 2 idées clés de la démocratisation et de la décentralisation. Oui, voilà. Alors, en effet, à ses yeux, il fallait absolument aller au peuple, en quelque sorte, en décentralisant les lieux de culture qui étaient particulièrement concentrés dans notre pays à Paris, notamment le théâtre, et aller dans les régions, les provinces, comme on disait à l'époque, et créer dans les différentes provinces des centres dramatiques nationaux avec des troupes de théâtre permanentes attachées à ces centres dramatiques nationaux qui seraient chargés d'animer dans leur région la vie théâtrale et plus largement la vie culturelle. C'est ainsi que sont nés, parmi les plus connus, le Grenier de Toulouse. C'est de cette époque-là. C'est sous l'influence de le Grenier de Toulouse de Maurice Sarrazin, qui va avoir beaucoup d'activités tout au long des années 50 et 60, est une création de cette époque-là. De même que la Comédie de Saint-Étienne, de Jean d'Asté, par exemple. Bon, il y a ainsi un certain nombre de troupes permanentes qui vont être créées, encouragées et financées par le ministère, ou en tout cas par l'administration publique, et servir de ferment à cette vie culturelle de province. De même qu'elle encourage le développement du théâtre national populaire comme une des formes précisément exemplaires de théâtre à destination d'un public nouveau, issu des couches populaires. Et c'est ainsi qu'elle va confier à Jean Vilar, qu'on voit là apparaître officiellement, un rôle clé, puisqu'il va à la fois prendre la tête du TNP à Paris, qui se trouve au Palais de Chaillot. Vous vous rappelez, Palais de Chaillot, 1937, la terrasse entre les 2 bâtiments et dessous le théâtre. C'est dans ce théâtre que va siéger le TNP
et sous la direction de Jean Vilar, pendant une douzaine d'années au moins, je crois, si ce n'est plus. Et parallèlement, le même Jean Vilar a créé à Avignon le festival que tout le monde connaît, en 1947. Donc on est vraiment dans ces années clés d'après-guerre, où se dessine cette politique culturelle, où le théâtre devient un peu la colonne vertébrale sous la houlette de Jack Lang, qui va convaincre les vieux caciques du PS et les nouveaux de l'importance de la politique culturelle. Et vous savez à quel point, après la prise du pouvoir par le PS en 1981, la politique culturelle sera un des ferments de l'assise politique de la gauche, en gros, dans le pays. Bon, vous voyez le lien entre tout ça quand même. Je ne fais pas des apartés pour rien. Je crois qu'il y a vraiment un lien très profond entre certaines visions de la culture, de l'accès à la culture et de la vie sociale et politique en général. Voilà, alors maintenant, mais qu'est-ce qu'il nous reste comme temps? Parce que là je vois que vous là. Bon, finalement, les maisons de la culture de Malraux, je pense qu'on va le voir la prochaine fois. Parce que bon, ça vaut la peine de se développer. Alors ici, oui, voilà, c'est le titre de la dernière partie consacrée aux maisons de la culture d'André Malraux, que j'ai intitulé Cathédrale d'État moderne, parce que c'est sa propre expression. À ses yeux, ces nouveaux temples, on pourrait dire, de la culture, que seront les maisons de la culture, doivent précisément occuper cet espace que occupait la religion autrefois dans les cités anciennes et qui semble avoir déserté aujourd'hui les grandes cités, pense-t-il. Et il pense que précisément une manière de recréer une forme de spiritualité moderne dans les sociétés des pays avancés, en tout cas, des pays industrialisés, avancés, où l'on vit, nous, c'est précisément de concevoir des lieux où, à la place de la religion traditionnelle, en quelque sorte, la nouvelle religion sera celle de l'art et de la culture. C'est ça un peu dans son idée. Je schématise et je caricature un peu, volontairement, mais c'est quand même un peu ça. Avec cette idée qu'il est du rôle de l'État et des pouvoirs publics de favoriser justement l'émancipation intellectuelle des vastes masses. Il est de la responsabilité de l'État et des pouvoirs publics de créer, de diffuser auprès de ce public les œuvres majeures de l'humanité. Malraux considère que la culture et l'art est universel. Il y a des cultures et des civilisations différentes, mais tout ça, ça fait partie de la culture de l'homme. C'est l'humanité qui est concernée. Donc, qu'on soit dans l'art khmer, dans l'art maya, dans l'art africain, etc., tout ça, c'est la création de l'esprit humain. Donc, il importe que le peuple soit au contact de ces œuvres qui sont le produit de l'humanité et de toute son histoire, dans laquelle la civilisation occidentale a sa part, qui est peut-être majeure au XXe siècle, mais qui ne l'a pas toujours été. En tout cas, voilà un peu sa vision très globalisante de l'art. Et dans cette vision, il est extrêmement important il considère que ce qui est important, c'est le contact avec l'œuvre. Ça, c'est un vaste débat, parce que lui, il considère que, je dirais, il faut et il suffit que l'art soit vu et présenté, et que presque automatiquement, les gens s'en empareront, le feront sien, feront leur. C'est-à-dire que c'est pas la peine de leur enseigner l'histoire de l'art. C'est pas la peine d'imaginer de la médiation culturelle, comme nous le faisons bien souvent maintenant. Pour lui, l'art, il se donne à voir, et l'aura de l'œuvre, comme dit Walter Benjamin, l'aura de l'œuvre se suffit en elle-même, et le simple contact avec les chefs-d'œuvre de l'humanité va permettre aux hommes de se hisser, si vous voulez, à la hauteur de ces chefs-d'œuvre.
C'est une vision un peu particulière, qui a été souvent critiquée, car on s'aperçoit à la pratique qu'il ne suffit pas de montrer pour que les gens y aillent, et surtout s'en emparent. Donc c'est un vaste débat que je ne fais qu'effleurer aujourd'hui, mais enfin c'est un débat qui traverse toute la question de la diffusion culturelle depuis lors jusqu'à aujourd'hui y compris. Hein. Donc tout ça n'est pas réglé, mais en tout cas c'est un des éléments du débat. Voilà comment Malraux voyait ça, lui. Hein. Et pour lui, donc, les maisons de la culture devaient être ce lieu, en quelque sorte magique, où devait s'opérer ce contact avec les chefs-d'œuvre de l'humanité. Soit de l'art théâtral, soit des arts plastiques, soit du cinéma, car il intégrait les arts du XXe siècle là-dedans. N'oubliez pas qu'il a fait un film qui s'appelle L'Espoir. Hein. Bon. Donc, voilà un petit peu à propos de Malraux. Avant que je rentre dans le vif du sujet, ce que je ferai la semaine prochaine finalement. J'avais prévu de finir là, moi, hein, mais comme d'habitude, j'ai débordé, donc ne m'en voulez pas, je l'ajouterai la prochaine fois. Ouais. Merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.